Bienvenue à toutes et à tous sur Happy Visio pour cette visioconférence organisée avec le soutien de la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité et la Caisse nationale des barreaux français, la CNBF. Maladie, invalidité, retraite, quelle protection pour les professions libérales du droit? Bonjour à vous trois. Bonjour, Monsieur Gilles Notte, directeur général de la Caisse nationale des barreaux français, la CNBF. Bienvenue sur Happy Visio. Bonjour à vous, Madame Élise Debiès, avocate au barreau de Paris, ancienne directrice de l'Institut des hautes études de protection sociale, l'IHEPS. Et bonjour à vous, Madame Patricia de Tourbet, directrice du développement de la MMJ et auditrice IHEPS. Bienvenue sur Happy Visio. Je vous mets votre petit support de présentation et je vous précise également que cette visioconférence sera disponible en replay pendant 1 an sur notre site www.happyvisio.com. Belle visioconférence à toutes et à tous. Merci beaucoup Lionel, bonjour à tous, merci d'être si nombreux pour nous suivre sur cette première webconférence autour de la protection sociale des professions libérales, donc qui est organisée évidemment en partenariat avec la CNBF. Quelques mots sur la mutuelle du ministère de la Justice qui est devenue la mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, dans une démarche d'ouverture pour l'ensemble des métiers de la justice qui existe depuis 80 ans et qui couvre aujourd'hui 103 000 personnes protégées, dont majoritairement les agents du ministère de la Justice. Voilà pour la MMJ. On reviendra sur l'un des axes importants, notamment au titre de notre partenariat avec la Caisse nationale des barreaux français, sur l'axe prévention, puisque nous sommes dans l'économie sociale et solidaire et que nous envisageons et que nous allons mettre en place des actions de prévention et notamment à disposition des webconférences autour de la prévention, mais également ouvrir nos villages bien-être qui se déroulent au sein des tribunaux, les ouvrir également aux avocats. Mais on y reviendra par la suite. Revenons sur notre sujet qui est la protection sociale et d'apporter des éléments d'éclairage. Je laisse la parole et je remercie bien évidemment Monsieur Notte, directeur général de la CNBF, nous dire quelques mots sur la CNBF. Merci toutes les deux de m'accueillir à vos côtés. Donc la CNBF, la Caisse nationale des barreaux français, est l'institution de sécurité sociale dont la mission essentielle est de gérer les régimes obligatoires de retraite de base, de retraite complémentaire, d'invalidité d'essai, mais également d'action sociale des avocats. Elle fête cette année son 70e anniversaire dans sa configuration d'organisme autonome. Elle gère par conséquent d'abord un régime de retraite de base qui est un régime très solidaire puisqu'il offre à tous les avocats, quel qu'ait été leur revenu durant leur carrière, une prestation unique qui est de 18 665 € par an, quel qu'ait été le niveau de leur contribution. Ensuite, et depuis 1979, existe un régime de retraite complémentaire qui est un régime obligatoire et qui, lui, attribue des droits sous forme de points, comme la plupart des régimes complémentaires, lesquels sont proportionnels aux cotisations versées et par conséquent aux revenus de l'avocat. Autrement dit, il y a un régime de solidarité forfaitaire complété par un régime plus contributif dans lequel l'avocat trouvera la contrepartie de son effort contributif. Ensuite, il y a un régime obligatoire également d'invalidité, d'essai, dont l'objectif est de couvrir les longues périodes d'arrêt de travail à partir du 91e jour par le versement d'une prestation journalière et puis des prestations au décès. Nous aurons l'occasion d'entrer plus dans les détails. La CNBF, c'est 76 700 cotisants, environ 20 000 pensionnés, des flux financiers importants. Nous atteignons dans les prochaines semaines 3 milliards d'euros de réserves que nous gérons avec prudence et discernement. Merci, Monsieur Notte. Et pour animer notre webconférence, Élise Debiès, avocate au barreau de Paris, directrice de l'IHEPS. Ancienne, pardon. Merci, je vous remercie. Spécialisée en protection sociale et protection des données. Également chargée de cours droit des données de santé de protection sociale au sein du Master 2 droit des données des gouvernements ouverts de la Sorbonne ainsi qu'à Télécom Paris Tech. Vous avez également accompagné la transformation numérique du service public, puis en particulier de la protection sociale en rejoignant le ministère de la Santé en 2008 et en tant
qu'avocate engagée sur l'innovation au service d'une citoyenneté solidaire avec un fort ancrage européen. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, aujourd'hui, sur ce laps de temps, cette webconférence, notre objectif, c'est d'amener des éléments de réflexion pour s'interroger sur sa protection sociale quand on est indépendant, quand on est chef d'entreprise et qu'on pense en priorité finalement à ses clients. Donc, comment aussi penser à sa santé, sa maladie, l'invalidité, la retraite. En quoi est-ce différent quand on est profession libérale par rapport à un statut de salarié? Comment se prémunir? Et puis, qu'est-ce qu'il va relever de l'obligatoire et du facultatif? Donc, nous sommes ensemble pour 3 quarts d'heure avec de l'interaction à travers le chat et des sondages qui seront faits entre les différentes séquences. Et je vous laisse la main. Merci beaucoup, Patricia. Merci à la MMJ pour son invitation. Ravie donc, de pouvoir échanger avec Monsieur Note et Patricia de Touré autour de ce sujet. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'avocate, je suis confrontée, comme tous les avocats qui nous écoutent, au fait que quand on est avocat, on est aussi un chef d'entreprise. Et donc, forcément, on est très focalisé sur son activité et la protection sociale peut être un sujet auquel on a peu de temps à consacrer. Et pourtant, on est tous confrontés aux aléas de la vie, qu'ils soient heureux ou malheureux, qui soient très imprévisibles comme plus prévisibles, comme la retraite. Et donc, s'informer, c'est la garantie de pouvoir anticiper le mieux possible et peut-être compléter par des garanties choisies, des garanties qui nous sont déjà offertes par la CNBF, par l'assurance maladie. Mais on va voir ensemble que ces garanties, elles ne couvrent pas tous les risques. Donc, les risques dont on va parler aujourd'hui, que sont donc ceux liés à la santé d'une part, à la perte de revenus entraînée par une incapacité, une invalidité ou un décès, et puis finalement donc à la retraite. On ne parlera pas ici de parentalité, maternité. Il y aura d'autres occasions peut-être pour approfondir d'autres questions de protection sociale que vous pouvez vous poser. Donc aujourd'hui, on s'adresse beaucoup aux avocats, mais aussi aux commissaires de justice, qui ont donc 2 régimes pour leurs prestations de vieillesse, la CNAF-PL et la CAVOM. Alors en réalité, la CAVOM, elle va gérer 3 prestations obligatoires, puisqu'elle gère par délégation la retraite de base, par délégation de la CNAF-PL. Elle va gérer aussi une prestation retraite complémentaire et une prestation invalidité décès comme la CNBF. Donc pour les avocats, Gilles Note l'a parfaitement décrit. Et puis vous savez que le RSI a disparu en 2018. Donc il y a eu intégration dans le régime général, même s'il y a toujours une sécurité sociale des indépendants. Et donc la maladie est gérée maintenant pour tous par l'assurance maladie et donc complétée par la mutuelle. Pour ce qui est du recouvrement, eh bien c'est l'URSSAF qui recouvre vos cotisations, sauf les cotisations vieillesse et invalidité décès qui sont recouvrées par la CNBF pour ce qui concerne les avocats. Donc, on va essayer d'approcher ces différents sujets, toujours en faisant la distinction base et complémentaire. Et je crois qu'on passe directement, avant de présenter la santé, un petit sondage. Exactement. À vous de répondre à cette question. Quand avez-vous revu votre complémentaire santé? 3 propositions pour vous, moins de 6 mois, plus d'1 an ou encore plus de 5 ans. Vous avez quelques secondes pour répondre à ce petit sondage. Quand avez-vous revu votre complémentaire santé? Moins de 6 mois, plus d'1 an ou encore plus de 5 ans, avec une réponse qui se détache largement sur le sondage. Allez, on met fin au vote. Et plus de 70% des participants ont répondu « J'ai revu mon contrat complémentaire santé il y a plus de 5 ans ». Ça vous inspire quoi, cette réponse? 5 ans, c'est énorme. Alors oui, 5 ans, c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Parce que la situation personnelle évolue, la situation familiale évolue et que les besoins en matière de santé évoluent également. Donc il est bien régulièrement de confronter ces garanties afin de s'assurer si elles sont bien
en concordance finalement avec ses besoins. Passons sur l'un des risques que nous prenons à ne pas être couverts. Alors, ce qui est bien, c'est que là, vous êtes couverts quand bien même nous n'avons pas revu régulièrement l'ensemble des garanties. Mais sans couverture sociale, que se passe-t-il? Eh bien, un faux pas, une rupture des ligaments croisés. Quel est le coût d'une consultation chez un spécialiste? Quel est le coût d'une radio? Quel est le coût de l'IRM, de l'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale, de l'anesthésiste, de la sortie d'hôpital, de la rééducation, des séances de kiné? Et en fait, tout cela mis bout à bout, au-delà du coût financier, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas exercer votre activité professionnelle. Eh bien, mis bout à bout, on a fait l'exercice pour vous montrer, sans rentrer dans le détail, mais tout en cumulant, si on n'était pas dans un système de protection sociale tel que nous l'avons en France, on serait sur un coût quasiment de 4 500 €. Eh bien, 4 500 € sur cette enveloppe-là, au global, l'assurance maladie interviendrait à hauteur de quasiment 2 400 €. Et j'ai mis un niveau de garantie plutôt couvrant, on peut encore aller au-delà, mais avec ce niveau de garantie qui embarquerait quelques dépassements d'honoraires, eh bien, il resterait à charge 270 €. Sur 4 500, c'est à peine 5%. Dans ce reste à charge, on embarque aussi la participation forfaitaire. Et vous avez pu observer qu'elle a augmenté depuis mi-mai. On est passé de 1 € à 2 € dans une limite malgré tout qui reste plafonnée à 50 € par an et par bénéficiaire. Donc là, on est sur un risque, le risque lourd qui est l'hospitalisation, qui est un risque aléatoire. Donc à minima, de penser à se couvrir sur ce type de risque, en fait. Donc, ensuite, pour un peu plus de pédagogie, pour ceux qui découvriraient le principe. Alors effectivement, merci pour cet exemple, Patricia, qui illustre très bien ce que suppose en termes de remboursement une dépense engagée. Donc on a essayé là sur cette petite flèche de la décomposer entre le remboursement de l'assurance maladie, puisque vous le soulignez, Patricia, on a quand même la chance en France d'avoir un système de protection sociale protecteur avec une assurance maladie qui va assurer une part du remboursement substantiel, un ticket modérateur et quelquefois des dépassements d'honoraires qui vont pouvoir être pris en charge par la complémentaire santé pour ceux qui en ont une. Puisque vous savez que pour les salariés, maintenant, c'est obligatoire, l'entreprise doit proposer une complémentaire santé. Ça n'est pas le cas des professions libérales du droit qui peuvent souscrire ou pas une complémentaire santé, mais on a vu avec l'exemple que vous avez donné l'intérêt quand même que ça pouvait avoir. Alors, si on décompose cette part des choses entre l'assurance maladie et la prise en charge par la mutuelle, eh bien, prenons l'exemple d'une consultation chez un médecin généraliste, donc secteur 1. Donc, la base de remboursement de la sécurité sociale, c'est toujours la même, c'est 70% donc de cette base qui est de 26,50 €. Et donc là, vous allez avoir toujours cette participation forfaitaire de 2 € à votre charge, mais vous allez avoir donc votre ticket modérateur pris en charge par la mutuelle si vous l'avez prise. Pour ce qui est d'un médecin généraliste secteur 2, alors dans le secteur 2, on va avoir des honoraires libres, mais on va avoir deux types de médecins, ceux qui ont donc souscrit une OCTAM. Donc une OCTAM, c'est une convention avec l'assurance maladie, et puis ceux qui ne l'ont pas souscrite. Donc pour ceux qui l'ont souscrit, eh bien on a toujours 70% de la base de remboursement de sécurité sociale qui va être pris en charge par l'assurance maladie sur la base de 25 €. Si on est chez un médecin généraliste hors OCTAM, on va avoir une base de 23 €. Et puis ensuite, là vous voyez, honoraire libre, ça veut dire dépassement d'honoraires. Et donc, il faut vérifier dans votre contrat d'assurance maladie eh bien que votre mutuelle, votre contrat d'assurance maladie complémentaire, donc vérifier que votre mutuelle prend bien en charge ce dépassement d'honoraires. Donc, vous voyez que vous pouvez être soit totalement couvert, soit pas bien couvert.
Une différence va être aussi avec des contrats responsables ou non responsables. Alors, on a ici donc une idée des soins, du remboursement des soins par la sécurité sociale à un certain pourcentage de la BRSS, dont on parlait tout à l'heure, donc que ce soit pour l'hospitalisation, la consultation d'un médecin, des auxiliaires médicaux, la pharmacie et les affections longue durée qui sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. C'est la même chose si vous êtes enceinte, il y a une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Je vous parlais du contrat 100% santé. Alors, il est important, ce contrat de 100%, ce contrat 100% santé, il s'inscrit dans la ligne des contrats dits responsables. Qu'est-ce que c'est que ces contrats responsables et solidaires, donc avec les complémentaires santé? Eh bien, l'idée, c'est que le patient respecte le parcours de soins, donc qu'il soit orienté vers un spécialiste par son généraliste, et puis de limiter les dépenses de santé. Et dans un contrat dit responsable, et si l'assuré respecte le parcours de soins, eh bien, la mutuelle complémentaire va devoir donc prendre en charge le ticket modérateur, va devoir prendre en charge le forfait journalier hospitalier en intégralité, ce qui est très important, parce qu'on a vu tout à l'heure que le forfait journalier, eh bien, il n'était pas pris en charge par l'assurance maladie, et les dépassements d'honoraires pour des médecins qui ont adhéré à l'Optam. D'accord ? Donc ça, c'est le principe du contrat solidaire, et puis du contrat responsable. Et puis, avec le 100% santé, on a créé un panier de soins. Alors, un panier de soins pour des prestations optiques, audiologie et dentaires. Et la mutuelle responsable, eh bien, va le prendre en charge, alors à des conditions particulières. Pour ce qui est des lunettes, vous pouvez changer lunettes et monture tous les 2 ans, sauf si votre vue change, auquel cas vous pouvez les changer plus souvent. Cette inscription dans les contrats responsables, donc ça permet aussi l'application des barèmes de remboursement dont on parlait tout à l'heure. Si vous ne consultez pas votre professionnel dans le cadre du parcours santé, eh bien le ticket modérateur il peut être majoré. Il peut être majoré puisque dans ce cadre-là, la prise en charge de l'assurance maladie ne sera que de 30%. Donc voilà, bien regarder le type de contrat et puis bien suivre les règles pour que ce contrat responsable s'applique. Alors quelquefois, le contrat responsable ne va pas m'intéresser parce que justement, je suis dans une situation très particulière et il s'avère que si j'exclus la prise en charge des lunettes, par exemple, parce que j'en porte pas, eh bien, je sortirai du contrat responsable. Mais c'est un choix à faire, en fait. C'est vraiment en fonction de votre situation. Et on a aussi des contrats qui vont proposer d'associer une surcomplémentaire optionnelle non responsable à une garantie socle. Donc, il faut vraiment regarder les modalités du contrat pour prendre ce qui vous correspond le mieux. Donc, 200% du BRSS, ça veut dire que les 30% à la charge de la mutuelle peuvent doubler. Si quand vous voyez 200% BRSS, vous pouvez vous demander ce que c'est. C'est pour que votre reste à charge soit diminué d'autant, puisque votre mutuelle, si vous consultez un médecin généraliste secteur 2 Optam, donc vous vous souvenez, vous avez un dépassement d'honoraires important, et bien dans ce cas-là, c'est votre mutuelle qui va pouvoir le prendre en charge. Alors les contrats dits loi Madelin, c'est aussi très important puisque on va avoir donc des cotisations fiscalement déductibles. Alors pourquoi avoir mis ça en place? On le disait tout à l'heure, les salariés ils vont être protégés par une complémentaire santé obligatoire proposée par l'entreprise. Ce n'est pas le cas des professions libérales. Et donc l'idée, c'était d'inciter
travailleurs non salariés à se couvrir. Et donc, pour les inciter à se couvrir, eh bien, ces contrats dits loi Madelin qui permettent de déduire les cotisations du revenu imposable sont évidemment une forte incitation. Donc, la cotisation, elle peut couvrir vous, un travailleur non salarié, et votre famille. S'il y a 2 travailleurs non salariés dans le foyer, chacun va donc avoir un contrat complémentaire santé qui lui est propre. Cette loi Madelin, elle permet de déduire donc les cotisations de la complémentaire santé, mais également, dans certaines conditions, la prévoyance et la retraite facultative. Alors, nous passons à la prévoyance avec encore un petit sondage. Quelles garanties sont comprises dans votre prévoyance facultative? Avec plusieurs propositions. Est-ce qu'il y a l'invalidité? Est-ce qu'il y a l'invalidité et le décès? Est-ce qu'il y a l'invalidité, le décès, la rente, éducation? Invalidité, décès, rente, éducation, perte d'exploitation? Je ne sais pas, ou encore je n'ai pas de prévoyance facultative. Vous avez quelques secondes pour répondre à cette question dans le cadre de cette visioconférence maladie, invalidité, retraite et protection pour les professions libérales du droit. Visioconférence organisée en partenariat et avec le soutien de la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité et la Caisse nationale des barreaux français. Merci d'avoir répondu à ce petit sondage. Résultat, eh bien, la majorité, à 22%, votre contrat prévoyance facultatif comprend l'invalidité et le décès. C'est la réponse qui arrive en tête, 20%. Invalidité et décès, ça vous inspire quoi? Peut-être souhaitez-vous réagir, monsieur? Forcément, en tout cas pour ce qui concerne les avocats, et je crois aussi les commissaires de justice et ceux qui ont gardé l'appellation d'huissier, il y a un régime d'invalidité, décès obligatoire de base, qui est donc géré et configuré par chaque caisse en fonction des orientations de son conseil d'administration. Pour ce qui concerne la CNBF, le régime d'invalidité existe depuis 1963. C'est un régime forfaitaire, c'est-à-dire qu'en contrepartie d'une cotisation forfaitaire, eh bien, les avocats peuvent bénéficier, en cas d'arrêt de travail, à partir du 91e jour, car seul le risque long est couvert, à partir du 91e jour d'arrêt de travail, ils ont une indemnité journalière de 90 € par jour calendaire, c'est-à-dire que c'est un peu moins en février, un peu plus au mois de mars. Voilà, cette prestation, elle est versée pendant 1095 jours, c'est-à-dire 3 années. Au-delà de 1095 jours, eh bien, soit la personne s'est rétablie dans ce délai, soit eh bien, elle reste en incapacité totale d'exercer, car seule l'incapacité totale est indemnisée, ce qui implique une cessation d'activité. Il n'est actuellement pas possible de bénéficier des indemnités journalières tout en maintenant une activité partielle. La Caisse a d'ailleurs voté, son conseil d'administration, il y a 2 ans, une évolution des textes que les ministères sociaux sont en charge de valider et de publier. Hélas, nous en sommes toujours au même point. L'incapacité partielle soit indemnisée dans le cadre de temps partiel thérapeutique. Donc aujourd'hui, il faut cesser totalement son activité pour bénéficier des indemnités journalières. Alors, le financement se fait par une cotisation annuelle et forfaitaire versée par les avocats qui est de 161 € pour l'année entière. Les barreaux versent également 161 € pour chacun de leurs avocats non salariés inscrits au 1er janvier. Voilà le financement du régime qui est largement équilibré aujourd'hui. 2 remarques. La première remarque, c'est que les avocats salariés ne relèvent pas de la CNBF pour l'invalidité, mais du régime général des salariés. Donc, ils suivent le régime qui est celui des arrêts de travail, indemnités journalières de sécurité sociale. Deuxième remarque, pour les 90 premiers jours, les barreaux ont fait le choix, ou pas,
de s'affilier et de cotiser auprès de divers opérateurs, que ce soit la prévoyance des avocats qui délègue la gestion du risque à un courtier d'assurance qui actuellement s'appelle Génération. C'est le cas pour la plupart des barreaux de province et de la petite couronne. Les autres barreaux, dont Paris, ont fait le choix du courtier AON pour conclure eh bien, un contrat couvrant le risque court. Et puis, certains barreaux ont fait le choix de laisser à leurs membres eh bien, la possibilité de s'assurer ou de ne pas s'assurer comme ils le souhaitent pour l'indemnisation des 3 premiers mois. Donc aujourd'hui, l'indemnité journalière, elle est de 90 € par jour. Elle a été de 61 € pendant longtemps et elle a évolué il y a 2 ans. Merci beaucoup, Monsieur Notte, effectivement, pour ces explications très précises sur l'invalidité, qui sont donc reproduites dans ce triangle. Hein, où on voit le risque long assuré par la CNBF à la base du triangle, et c'est donc l'assurance obligatoire, hein, CNBF. Et puis, on a ensuite donc le risque court, hein, avant le 91e jour, donc couvert soit par LPA, soit par AON, soit par un autre opérateur. Et puis, on a la possibilité, hein, de compléter, hein, ces garanties par un régime individuel qui peut être aussi au niveau du barreau. On peut avoir des garanties complémentaires souscrites au niveau du barreau de manière collective. Alors, on revient un tout petit peu sur ce que nous expliquait Monsieur Notte. Hein, donc, pour les 90 premiers jours, c'est vrai qu'on va avoir vraiment des distinctions en fait en fonction du contrat souscrit par le barreau, mais globalement, et notamment à Paris, en cas d'hospitalisation, donc on a une prise en charge dès le premier jour d'hospitalisation si elle se produit avant les franchises, hein, qui sont ici indiquées en cas de maladie sans hospitalisation ou accident sans hospitalisation. Vous voyez que vous avez donc une allocation, donc soit à partir du 9e jour en cas d'accident, soit à partir du 31e jour en cas de maladie, toujours s'il n'y a pas d'hospitalisation, hein, puisque l'hospitalisation déclenche cette prise en charge dès le premier jour d'hospitalisation. La garantie mi-temps thérapeutique que vous indiquiez, certaines pathologies y ouvrent droit, mais là encore, hein, au titre de la protection, donc soit prévoyance des avocats, soit AON. Donc l'idée, eh bien, c'est de tenir compte, hein, de cette protection obligatoire qu'on a grâce à la CNBF et protection donc, qui est complétée par les contrats de votre barreau, et puis de voir, hein, là encore, en fonction de votre situation, si un complément en termes de prévoyance peut être nécessaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le risque rare mais très grave à redouter et à anticiper, c'est l'invalidité. L'invalidité, effectivement, qui empêche complètement de travailler, de se livrer à son activité personnelle, enfin, professionnelle, et d'en percevoir les revenus, est vraiment le risque très important pour un avocat ou une profession libérale du droit. Oui, à ce titre, on peut voir dans ce tableau le résumé en chiffres du régime d'invalidité décès des avocats, cotisation d'un côté, prestation de l'autre. Il faut avoir en effet en tête que le risque d'invalidité est bien indemnisé. Invalidité, c'est-à-dire l'incapacité permanente d'exercer et totale d'exercer sa profession d'avocat, est moins indemnisé que le risque d'arrêt de travail durant 3 ans. J'ai parlé de 90 € par jour, admettons grosso modo 2700 € par mois. Hélas, pour ce qui concerne l'invalidité, au bout de 3 années, le montant est défini par d'autres textes. Elle est à minima de la moitié du montant de la retraite de base, c'est-à-dire un montant annuel
de 9 300 et quelques euros. Ce qui fait qu'en l'absence de prévoyance complémentaire souscrite par le barreau, voire surcomplémentaire, eh bien, la situation financière peut se dégrader assez rapidement. Ce pourquoi l'attention est toujours apportée par la CNBF sur la nécessité de bien vérifier quel est le niveau de sa protection sociale complémentaire au titre de l'invalidité permanente. Même si sur 76 500 avocats aujourd'hui, nous avons en France environ 350 bénéficiaires de rente d'invalidité permanente. C'est très peu. Nous avons une population jeune, essentiellement encore, ce qui fait que, raison de plus pour s'intéresser à ces possibilités de protection complémentaire. Absolument. Et pour le moins savoir ce qui existe pour éventuellement identifier des manques. Ce qui n'exclut pas que la CNBF réfléchit aussi à l'amélioration de la situation, puisque dans le cadre de la réforme de son régime d'invalidité, qui pour l'instant est toujours à l'état de projet, il y avait une amélioration proposée en cas de nécessité de recours à une tierce personne, par exemple, une majoration de la rente d'invalidité. J'ai parlé de l'ouverture d'une indemnisation partielle en cas de temps partiel thérapeutique, dont l'objectif est de rétablir l'état de santé physique et mentale d'une personne en situation de difficulté physique. On peut parler également de compléments en cas d'enfant à charge ou d'autres développements de nature à améliorer le montant de la rente d'invalidité qui est passé également de 50 à 60% minimum de la retraite de base. Donc tout cela, nous l'espérons, nous œuvrons, Monsieur le Président de la CNBF tout particulièrement, œuvre en faveur de la mise en œuvre de cette réforme dans les textes. Espérons que ce soit pour bientôt. Peut-être, on n'a pas dit que si on est en invalidité, eh bien, la fin de l'invalidité, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le passage à la retraite anticipée pour invalidité. Donc, on anticipe un petit peu sur la partie retraite, mais vous voyez que vous avez en fait un lien entre une incapacité qui peut se transformer en invalidité, qui peut se transformer en retraite anticipée pour invalidité à l'âge de 62 ans. Voilà, dans tous les cas, on va voir ça plus dans le détail avec la retraite. Alors, pour ce qui est du décès, parce qu'il y a plus grave encore que l'invalidité, il y a le décès. Donc là, je vais peut-être à nouveau vous passer la parole, Monsieur Notte. Oui, pour le décès, il y a un capital qui est versé aux conjoints survivants ou aux enfants, en l'absence de conjoint survivant. Le conjoint s'entend par le conjoint marié. Ce capital est forfaitaire et unique, il est de 50 000 € actuellement. Il y a également une rente pour les orphelins mineurs âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans en cas de poursuite d'études, voire au-delà s'ils sont handicapés à 80% au moins. Donc, le montant des rentes orphelins s'élève au quart du montant de la retraite de base et au quart des points acquis en régime complémentaire. Donc, effectivement, là aussi, une évaluation montre que, hélas, plus tôt le décès a lieu, moins il y a eu de droits acquis en régime complémentaire, et donc le montant de la rente orphelin est d'autant réduite, bien entendu. Ceci dit, elle est versée quel que soit le nombre d'orphelins et pour un montant égal pour tous. Il n'y a pas une rente globale qui est partagée entre les orphelins. Non, il peut y avoir 10 orphelins, ils ont tous la même rente. Ensuite, il y a, on y reviendra peut-être, une pension de réversion qui, au titre du régime de base, n'est pas soumise à une condition d'âge ni à une condition de ressources. Elle reste soumise cependant à une condition de durée de mariage qui est de 5 années.
Pour ce qui concerne le régime complémentaire, il y a une condition d'âge qui est de 55 ans, mais cette condition n'est plus opposable si un enfant au moins est issu du mariage. Donc là encore, et sans condition de ressources, comme d'ailleurs dans la plupart des régimes complémentaires, la pension de réversion, telle qu'elle existe aujourd'hui à la CNBF, qui est de 50% de la retraite de base et de 60% des droits acquis en régime complémentaire, eh bien, est liquidée dans des conditions globalement favorables par rapport à la pratique et à la réglementation des autres régimes de retraite. C'est l'avantage de l'autonomie, je dirais, institutionnelle et financière de la CNBF. Elle peut financer de telles pensions de réversion. Alors, j'ajoute aussi que pour ce qui concerne les avocats qui sont en invalidité, soit temporaire pendant 3 ans, soit toute leur vie durant jusqu'à l'âge de la retraite, les périodes de versement par la CNBF des prestations d'invalidité sont décomptées gratuitement comme si elles avaient été cotisées pour le calcul de la retraite de base. Ça, effectivement, c'est important. Pour ce qui concerne donc ce risque d'essai, donc on a ce capital donc versé au conjoint marié par la CNBF, donc de 50 000 € dans tous les cas. On va avoir, pour la partie complémentaire de cette prévoyance, un capital plus, on va dire, à la carte, puisqu'on va pouvoir désigner une personne de son choix. Donc, ça permet de désigner quelqu'un avec laquelle on ne serait pas marié ou pacsé. Et puis, alors évidemment, ce capital pour Aon, qui est cité ici, il est de moindre importance puisqu'il est de 7 000 € en cas de maladie, 15 000 € en cas d'accident de la route et 22 000 €, pardon, 15 000 € en cas d'accident et 22 000 € en cas d'accident de la route. Mais ça peut donc apporter un complément à ce capital CNBF et aussi donc trouver à s'appliquer dans des situations que ne couvrirait pas le capital versé par la CNBF au conjoint marié. L'action sociale de la CNBF, point important de l'action de la CNBF. Oui, la CNBF gère un régime d'action sociale qui est financé par un prélèvement fixe sur les produits des régimes de base et complémentaires. C'est un budget d'environ 1 million € par an. L'objectif, je dirais, il est classique. D'abord, pour une population de pensionnés, eh bien, il s'agit d'accompagner, d'aider au financement d'appareillage, d'outils, de structures qui facilitent le maintien à domicile, ainsi que des heures d'aide ménagère ou d'aide à domicile, quel qu'en soit le nombre. Les demandes sont effectuées à l'attention de la CNBF et la référence qui permet de fixer le niveau de l'aide, qui est une aide financière uniquement, eh bien, dépend des ressources et des charges que le demandeur de la commission du conseil d'administration qui définit le montant de chaque aide. Mais également pour les cotisants, quel que soit leur âge ou leur ancienneté, le Fonds d'action sociale peut intervenir, soit pour aider au paiement d'arriérés de cotisation, car le fait de ne pas être à jour de ces cotisations peut bloque même l'attribution de droits et le bénéfice d'invalidité. De toute façon, on peut aider l'avocat en activité qui est une personne handicapée pour aménager son véhicule, pour faciliter son déplacement. On peut également aider au financement d'infrastructures du domicile. Enfin, voilà, le Fonds d'action sociale est ouvert à toute personne qui est en capacité d'établir l'insuffisance de ses ressources et de celles de son ménage, si la personne ne vit pas seule. Ce sont des études au cas par cas, avec l'aide des services de la Caisse. Nous avons un assistant social à disposition de tout un chacun, et donc n'hésitez pas à solliciter la commission sociale et le conseil d'administration. 1 million € de budget chaque année est à disposition de la profession. Voilà, important à savoir. Donc, passons maintenant à la retraite avec à nouveau peut-être un petit sondage. Il vient d'apparaître avec cette question.
En tant que profession libérale, envisagez-vous un cumul retraite-emploi, oui ou non? À vous de répondre à cette question en tant que profession libérale. Envisagez-vous un cumul retraite-emploi, oui ou non? Et on va mettre fin au vote dans quelques secondes et plus de 70% des votants répondent non à votre question. Est-ce que ça vous inspire un commentaire, Monsieur Notte? Alors, oui, bah, ça m'inspire un commentaire subjectif. Là, je vais sortir peut-être d'un rôle de pur référent technique. C'est vrai qu'on entend souvent vos confrères évoquer le fait que la profession n'est plus aussi agréable à exercer, y compris dans les barreaux en dehors de l'Île-de-France. Alors, je ne sais pas mesurer combien c'est une réalité. En tout cas, ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, une retraite sur deux est liquidée en cumul emploi-retraite. Et que, en moyenne, la période durant laquelle l'avocat cumule sa retraite et poursuit son activité est entre 3 et 4 années. Je dis c'est une moyenne, car évidemment, certains restent beaucoup plus longtemps, d'autres très peu de temps en cumul emploi-retraite. Nous ne savons pas encore bien aujourd'hui analyser si c'est un tremplin, ou plutôt c'est une forme de retraite progressive. Nous ne le savons pas, on peut le comprendre. On peut le supposer dans la mesure où, en règle générale, l'avocat qui passe en cumul emploi-retraite diminue son bénéfice professionnel, du moins nous constatons que son bénéfice professionnel diminue en moyenne sensiblement, pas toujours, mais dans la majorité des cas. Ensuite, depuis le 1er octobre 2023, a été étendu aux avocats le dispositif retraite progressive. Autrement dit, il permet de bénéficier de sa retraite, de continuer à cotiser en partie et de bénéficier d'un complément en quelque sorte lorsque l'on arrête son activité, complément évidemment alimenté par les cotisations qui ont été versées durant la période de retraite progressive. Ça signifie que eh bien, les droits comme les cotisations vont être proratisés en fonction du revenu de l'avocat qui sera connu l'année d'après. Donc ça nécessite une révision de la pension versée à la hausse ou à la baisse en fonction des revenus tirés de la profession et d'un barème qui est fixé par le Code de la sécurité sociale. Je dois dire qu'aujourd'hui, aucun avocat n'a demandé le bénéfice de la retraite progressive tant ce dispositif n'est pas adapté à l'exercice d'une profession libérale. Pour un salarié, il sait a priori quel sera le montant de son salaire s'il diminue son activité. Pour un professionnel libéral, il ne maîtrise pas forcément, en tout cas, son bénéfice. Déjà qui dépend de l'encaissement et de la date d'encaissement de ses honoraires, du paiement de ses charges, etc. Donc, on reste dans le cumul emploi-retraite que l'on appelle déplafonné, c'est-à-dire sans condition de ressources, et qui a toujours un certain succès. Effectivement, un avocat sur deux, c'est beaucoup. Et ça tend effectivement à conforter le fait que ça sert de retraite progressive. Oui, c'est ce qu'on pense. Donc, on retrouve là dans ce tableau ce que vous nous expliquiez en introduction, donc avec une retraite solidaire de base, hein, donc la même pour tous les avocats, quel soit leur niveau de cotisation, et puis ensuite donc une retraite complémentaire qui est beaucoup plus liée au niveau de cotisation, là pour le coup, hein, puisque plus on cotise, plus on va percevoir une retraite complémentaire plus élevée. Hein, je pense que, alors peut-être rappeler, hein, ça c'est important, que cette retraite, elle est versée à tous les avocats qui aient été salariés, indépendants, donc associés, collaborateurs, hein, tous les avocats donc, ont touché cette retraite de la CNBF. Alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'un changement de carrière professionnelle, ce n'est pas dramatique. Hein, on a ici l'exemple de deux avocats, l'une qui a cotisé toute sa vie à la CNBF et donc qui va toucher la retraite de base annuelle de 18
665 €, évidemment complété par sa retraite complémentaire CNBF. Et puis, on a l'autre exemple d'un avocat qui a aussi été directeur juridique. Et là, le fait d'avoir eu une modification de carrière en cours de route n'est pas un handicap au moment de liquider ses droits, puisque dans le calcul de sa retraite CNBF, on va prendre en compte tous ces trimestres, mais les proratiser, donc pour lui donner une retraite d'avocat et puis une petite retraite au régime général qui correspond à son activité de directeur juridique salarié. Ces deux retraites seront complétées par la retraite complémentaire CNBF et par la retraite complémentaire du régime général. Donc, ne pas dramatiser ce changement de carrière, d'autant plus que vous savez, il n'y a plus de ce qu'on appelait de clause de stage. Avant, pour avoir une retraite de la CNBF, il fallait avoir cotisé 15 ans dans le régime. Ça a été supprimé. Monsieur Notte, vous me corrigez si c'est nécessaire. Oui, c'est-à-dire qu'on avait une retraite, mais calculée sur une base très nettement inférieure à la retraite à laquelle on pouvait prétendre à partir de 15 ans d'activité. Ce que je voudrais ajouter, c'est une règle relativement simple, mais qui est souvent pas bien connue, ou moins avec confusion, c'est qu'il n'y a qu'une seule condition pour faire liquider ses droits à la retraite. Il n'y en a pas deux. Il n'y a, à part celle d'avoir un minimum cotisé, enfin cotisé au moins un trimestre, il n'y a qu'une seule et unique condition, c'est d'avoir atteint l'âge fixé par le Code de la Sécurité sociale. Donc après-demain, on sait que ce sera 64 ans pour les générations nées à partir de 1960. Une seule condition. Ensuite, pour calculer le montant de la retraite, là, on va s'intéresser à la durée d'assurance, tout régime confondu, que l'on ait été agriculteur, avocat, maître nageur, et puis dentiste. On additionne toutes ces périodes et chaque régime regarde si la durée d'assurance fixée par référence à l'année de sa naissance est atteinte. Si cette durée d'assurance est atteinte, eh bien, la retraite est calculée au prorata selon les règles propres à chaque régime. Si elle n'est pas atteinte, eh bien, le montant des retraites va subir une décote. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais avoir cela en tête clarifie bien le processus de liquidation d'une pension. Dès lors que l'on fait liquider sa pension à 67 ans ou après, il n'y a plus de décote, quelle qu'ait été la durée d'assurance, tout régime confondu. Il ne faut pas oublier que dans le domaine de la retraite, on reste dans un domaine, même si ce sont des régimes par répartition qui comportent d'importants dispositifs de solidarité, on est quand même dans une logique assurantielle. Et donc, plus tard le risque se réalise, moins il y a lieu de pénaliser, entre guillemets, de décoter un montant de pension. Cet âge, il est resté, après la loi du 14 avril 2003, il est resté à 67 ans. L'âge qu'on dit donc du taux plein Voilà, automatique, l'âge du taux plein. Mais l'âge du taux plein augmentant progressivement jusqu'à 64 ans, donc effectivement pour les personnes nées en 68. Voilà. Alors, je pense qu'en fait, on a à peu près tout décrit concernant la retraite de base et la retraite complémentaire. Peut-être parler de cette classe unique qui arrive en 2029. Oui, c'est-à-dire que le régime complémentaire est d'un fonctionnement relativement simple, puisque en fonction de son bénéfice professionnel, des pourcentages de cotisation sont appliqués sur les différentes tranches dans lesquelles on peut répartir ce bénéfice. Le montant des cotisations, quant à lui, est converti en points, puisque chaque année, l'Assemblée générale de la CNBF fixe la valeur d'acquisition d'un point. Ensuite, donc chaque année, on acquiert un nombre de points en fonction de la valeur du point fixée au fur et à mesure du déroulement de la carrière. À l'issue de la carrière, le bénéficiaire de retraite voit totaliser tous les points qu'il a acquis
chaque année, et le total de ces points est converti par un autre paramètre qui est la valeur de service du point et qui permet de calculer le montant de la retraite annuelle. Donc vous voyez que le nombre de points acquis est la résultante directe des cotisations versées et donc des évolutions du revenu durant toute la carrière. Donc la rente est fixée, c'est un régime à points et la valeur du point évolue chaque année, plus ou moins selon les années. Voilà ce qui fait la retraite complémentaire des avocats, mais ce qui est assez comparable au régime de retraite complémentaire des salariés. Exactement. Alors, sur le cumul emploi-retraite dont on parlait, on ne va pas s'apesantir parce qu'on a effectivement déjà indiqué que pour les avocats, c'était un cumul intégral, hein, donc sans limite de revenus, aux conditions donc qu'a rappelé Monsieur Notte, hein, donc avoir le taux plein, hein, c'est-à-dire tous ces trimestres, ou bien le taux plein automatique à 67 ans, avoir atteint l'âge légal et avoir liquidé toutes ses pensions en France et à l'étranger. Hein. C'est les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite. Pour les autres professions libérales du droit, on a ce qu'on appelle le cumul plafonné, c'est-à-dire que dès lors que les revenus atteignent le plafond annuel de sécurité sociale, qui est de 43 992 €, eh bien, la retraite va être écrêtée. Hein, c'est pour ça qu'on parle de cumul plafonné. Mais il faut là aussi remplir les conditions donc d'ouverture de droit à taux plein, c'est-à-dire avoir une carrière complète. Donc, ce cumul emploi-retraite, hein, dont on a vu qu'il était plébiscité, un changement quand même important à souligner, issu de la dernière réforme, eh bien, c'est qu'avant qu'on vous cumuliez un emploi et une retraite, vous cotisiez hein, toujours pour votre activité, mais d'une certaine manière à fond perdu. Hein, vous cotisiez pour la communauté des cotisants. Alors que maintenant, en fait, on va vous liquider une deuxième retraite correspondant à vos nouvelles cotisations après que vous ayez liquidé la première. Hein. Donc, c'est quand même une modification, une évolution, bon, certes limitée, de ce cumul emploi-retraite. Oui, une précision à ce sujet, c'est que c'est vrai que la base de calcul de la deuxième pension, et je précise que c'est une deuxième pension, en cas de reprise d'une nouvelle activité, il n'y en aura pas de troisième, est d'un montant très inférieur, tel qu'il a été fixé pour l'instant, très inférieur au montant de la retraite de base CNBF. C'est un choix qui a été fait par l'organe décisionnaire de ces montants. Je dirais que l'autre point sur lequel je vais insister, c'est que tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait qu'une condition pour bénéficier d'une retraite, c'est d'avoir l'âge. Dans le cas du cumul emploi-retraite, il y a deux autres conditions. C'est d'avoir la durée d'assurance, comme on l'a dit, mais aussi d'avoir fait liquider toutes ces pensions autres régimes. Bien sûr, ça a été dit, mais je me permets d'insister tout particulièrement, car en pratique, c'est très souvent là que les dossiers, les demandes se compliquent et traînent en longueur. Pourquoi ? Parce que tel demandeur de retraite estime qu'il a si peu cotisé pour une si petite activité dans sa jeunesse qu'il n'est pas utile qu'il en demande la retraite. Or, n'importe quelle période, aussi courte soit-elle, peut ouvrir des droits à retraite et il est important de la faire liquider. Ensuite, on ne peut pas renoncer dans ce cadre à une pension. Il faut donc faire valoir tous ces droits. Et selon les régimes, c'est vrai que l'encombrement des services est plus ou moins grand, donc il faut s'y prendre quand on part en cumul emploi-retraite. C'est un conseil que je donne, environ 4 à 6 mois avant la date à compter de laquelle on souhaite bénéficier de sa pension. Mais vraiment, le fait de faire liquider toutes ces pensions est capital, car c'est là que les difficultés peuvent... nos principales difficultés se rencontrent. Voilà. Oui, merci pour cette précision. Et à ce titre, le droit à l'information sur la retraite, hein, de monter un relevé individuel de situation, peut vous permettre de faire le point sur tous les régimes auprès desquels vous avez cotisé, parce qu'on se trouve souvent face à des personnes qui ne se souviennent pas, en fait, qui pensent qu'un job d'été n'a pas donné lieu à des cotisations. Or, si,
hein, et donc on va avoir un blocage peut-être là au niveau du régime général ou d'un autre régime. Point aussi important, parce qu'on nous sollicite souvent dessus, et après on arrête, on laisse quelques minutes pour les questions. Les IJ maladies, hein, en cas d'arrêt de travail alors que vous êtes en cumul emploi-retraite, que ce soit pour les avocats ou pour les commissaires de justice, c'est possible, hein. On peut être en situation de maladie alors qu'on est en cumul emploi-retraite, mais dans la limite de 60 jours pour toute la période de retraite. Voilà, c'est une question qu'on a. Alors ça, c'est une règle qui s'applique aux commissaires de justice, mais pour l'instant qui ne s'applique pas aux avocats. Ah bon, alors merci pour la précision, désolée, parce que du coup, merci d'avoir rectifié l'assertion qui était faite. Il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas de questionnaire de santé non plus. Il n'y a pas de. On est dans un régime de base. Absolument. Alors, comme il nous reste peu de temps, Patricia, nous vous repassons la parole. Merci beaucoup. Lionel, est-ce que nous avons une question? Alors, on a des questions qui sont arrivées dans le chat, mais avant de passer aux questions, je vous propose un petit sondage de consentement qui apparaît dès maintenant sur vos écrans. Acceptez-vous que vos données personnelles email soient transmises à l'organisme qui est à l'initiative de cette conférence afin de recevoir des informations de sa part uniquement en lien avec cette conférence et au titre de son action de prévention? Patricia Détourbe, directrice de développement de la MMJ et auditrice IHEPS. Pourquoi il faut répondre oui à cette question et quelles informations on va recevoir? Alors, pourquoi il faut répondre oui? Comme je l'ai dit, dans le cadre du partenariat, nous mettons à disposition beaucoup d'actions de prévention, notamment accéder à l'ensemble de nos webconférences autour de la prévention. Donc, ça tourne autour du stress, du burn-out, également tout ce qui est en lien avec la sophrologie, stress au travail, télétravail. Donc, avoir accès à l'ensemble de nos webconférences autour de la prévention, d'une part, et puis également pour surtout, les équipes se tiennent à disposition pour étudier toutes les situations individuelles et s'assurer, pour ceux qui le souhaitent, de faire un comparatif, évidemment, comme on l'a vu pour certains, ne pas revoir ses garanties en santé, ne pas s'interpeller sur sa prévoyance, peut avoir de lourdes conséquences. Voilà l'objectif, évidemment. Merci beaucoup. On va mettre fin au vote pour ce sondage de consentement et des questions sont arrivées dans le chat. Question d'une participante. Peut-on bénéficier d'une invalidité après l'âge de 62 ans alors qu'il faut travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une retraite complète? Qui veut répondre à cette question? Oui, je peux répondre. Oui, bien sûr, on peut bénéficier d'une pension d'invalidité tant qu'on n'a pas l'âge du taux plein, absolument. Sachant qu'on peut aussi bénéficier d'une retraite anticipée, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il s'agit des indemnités journalières, donc là, il n'est pas fait référence à l'âge de la retraite. Un avocat en activité qui n'a pas fait liquider sa retraite peut bénéficier des indemnités journalières pendant 3 ans, même s'il a 85 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, la rente d'invalidité, c'est-à-dire que la pension pour invalidité permanente, elle, cesse lorsqu'on atteint l'âge de la retraite, notamment si on est dans une situation de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée pour raison médicale, car les définitions sont un peu différentes entre le bénéfice de la rente d'invalidité et le bénéfice de la retraite anticipée. Autrement dit, un avocat qui ne bénéficie pas d'une rente invalidité peut tout à fait demander la retraite anticipée pour raison médicale. Le médecin de conseil de la CNBF statuera sur les éléments médicaux, bien sûr auxquels nous n'avons ni compétence ni accès. Nous borderons à vérifier s'il est à jour, s'il a un minimum s'il a des droits à la CNBF, etc. Donc la réponse doit être un peu nuancée en ce sens. Merci beaucoup, Monsieur Notte, directeur général de la Caisse nationale des barreaux français. Autre question arrivée dans le chat. Vous parlez d'invalidité totale, mais qu'en est-il pour les cas d'invalidité partielle? Qui veut répondre? Dans le régime de la CNBF, il n'y a pas d'invalidité partielle reconnue. Seule l'incapacité totale d'exercer, temporaire ou permanente,
aujourd'hui, d'exercer la profession d'avocat est considéré comme ouvrant droit aux prestations d'invalidité. Je précise, d'exercer la profession d'avocat, c'est bien ce que le texte précise, car il est des cas dans lesquels, effectivement, on ne peut plus exercer la profession d'avocat pour toute une série de raisons d'origine médicale, mais on pourrait tout à fait exercer une autre profession ou avoir une activité, par exemple, littéraire, artistique, associative, élective. Ce sont des cas que nous avons rencontrés. Donc, nous examinons chaque cas, évidemment, afin de ne pas faire obstacle aussi à des éléments de vie qui touchent la personne concernée. Et une prévoyance complémentaire peut donc compléter la garantie. Absolument. Ça, évidemment, après, en dehors du régime de base d'invalidité légale et obligatoire de la CMBF, après, le marché de la prévoyance complémentaire est là pour compléter, offrir des prestations supplémentaires en fonction des coûts, des cotisations, des franchises, voilà, je dirais que fini. Merci beaucoup. Plusieurs questions sont posées a priori par des mamans dans la salle de visioconférence. Combien de trimestres validés par enfant élevé? Autre question, j'ai 3 enfants, combien d'années en moins, combien de trimestres en moins? Qui veut répondre à cette question? En fait, c'est-à-dire que la question, c'est en tant que maman, combien de trimestres finalement je gagne par enfant. Non cotisés, mais gagnés. En fait. Ouais. Est-ce que ça fonctionne comme dans le privé, en tant qu'avocat, en tant que profession libérale? C'est dans ce sens. Depuis 2009, les mêmes règles s'appliquent que dans le régime général, c'est-à-dire 8 trimestres par enfant. 4 pour la naissance, 4 pour l'éducation. 4 pour la naissance, 4 pour l'éducation. Depuis la loi du 14 avril 2023, c'est 6, enfin, les trimestres pour l'éducation, qui sont au nombre de 4 prévus, voient 2 trimestres attribués d'office à la mère et 2 au père. La règle. C'est a priori 6 trimestres à la mère, éventuellement 2 au père, s'ils s'entendent pour se les répartir au plus tard 6 mois avant le 4e anniversaire de l'enfant, me semble-t-il. Enfin, quoi qu'il en soit, dans l'immense, même la quasi-totalité des cas, aujourd'hui, tous les trimestres vont à la mère. Parce que le père ne se manifeste pas. Parce que le père ne se manifeste pas, en fait. Oui, parce que... Voilà, s'il n'y a pas de choix manifesté, on attribue tous les trimestres d'éducation, effectivement, à la main. Un commentaire est arrivé dans le chat pour vous, je vais vous le lire. J'ai effectué 3 années de formation en tant que conseiller juridique, mais payé pratiquement rien. Mais il m'a été indiqué que ces 3 années ne sont pas prises en compte car je n'ai pas reçu de salaire, mais uniquement une attestation de formation professionnelle qui m'a permis d'obtenir le titre de conseiller juridique avant de devenir avocate suite à la fusion des 2 professions. Commentaire d'une participante qui veut lui répondre. Oui, ça, je peux répondre, effectivement, ayant vécu la fusion des professions juridiques et judiciaires fin 1991. Effectivement, pour avoir le titre de conseil juridique, il fallait avoir accompli un stage. Dans la grande majorité des cas, tout de même, il était rémunéré, c'est-à-dire que les personnes étaient salariées et par conséquent, on avait acquis des droits, même avec un faible salaire, mais respectant les salaires minimums, car il y avait une convention collective tout de même applicable. Donc, en principe, ce cas est quand même extrêmement rare. Hélas, il existe parfois. Les conseils juridiques ont été transférés à la CNBF, puisque c'est ce que la loi du 31 décembre 1990 avait organisé. Eh bien, les droits acquis auprès de la caisse des non-salariés et conseils juridiques, qui était la CIPAV à l'époque, ont été transférés à la CNBF. Par contre, les droits acquis à la CNBF lorsque les conseils juridiques étaient salariés
en qualité de conseil juridique, ce qui était possible. Vous savez qu'à l'époque, les avocats ne pouvaient pas être salariés, même d'autres avocats. Donc, les droits acquis en tant que salarié, en tant que conseil juridique, mais également avant d'avoir le titre de conseil juridique pendant la période de formation, sont restés au régime général des salariés. Autrement dit, la CNBF n'a reçu que les trimestres afin que les intéressés n'aient qu'une retraite et qu'un seul interlocuteur à l'issue de leur carrière de conseil juridique puis d'avocat. Et nous n'avons pas eu à gérer les trimestres acquis ou les périodes, du moins, de stage de conseil juridique. Donc, c'est auprès du régime général qu'il faut voir dans quelle mesure il est possible de valider des trimestres. Et comme vous le savez, au régime général, en deçà d'un niveau de salaire annuel, eh bien, les trimestres ne sont pas acquis. Je me souviens, moi, dans mon jeune temps, avoir fait des travaux d'été. Bon, ils ont parfois permis l'acquisition d'un trimestre, parfois, bien que cotisant pour un mois, voire deux, eh bien, ça n'était pas suffisant pour acquérir un trimestre. Simodique qu'aient été les cotisations, en principe, il y a quand même des points acquis dans un régime complémentaire. Mais si on n'était pas rémunéré du tout, effectivement, on n'a acquis aucun droit. Hélas, c'est effectivement ce que l'on constate dans l'hypothèse qui nous est présentée aujourd'hui. Merci, Monsieur Notte, pour votre réponse. Autre question arrivée dans le chat. Quelles sont les garanties santé essentielles à vérifier quand on recherche une nouvelle mutuelle ? Eh bien, je vais répondre à cette question. Les garanties sont celles qui vont correspondre à ses besoins, à ceux de sa famille. Est-ce que je vois des médecins avec des dépassements d'honoraires? Est-ce que je porte des lunettes? Voilà, c'est plutôt la garantie qui correspond à la personne et avec une vigilance sur comment et quel type de médecin. De la même façon, est-ce que je suis très dans la prévention? Et donc, est-ce que je vois des ostéopathes? Est-ce que je fais un peu d'automédication? Voilà, quelles sont les prestations finalement à regarder avec ce que nous avons dit au tout début, d'être très très attentif à l'hospitalisation. Autre question, comment est intégrée la prévention dans un contrat santé ? La prévention, nous, au niveau de la MMJ, on fait de la prévention globalement, indépendamment des garanties que nous proposons. Puis après, effectivement, dans tout ce que nous proposons, nous avons des forfaits qui sont très très forts sur de l'automédication, sur de la médecine douce, sur notamment de la prise en charge du sport sur ordonnance. On estime que être sur du curatif, évidemment, c'est nécessaire. On parlait des contrats responsables au tout début. Mais pour autant, d'accompagner dans la prévention avec de l'assistance aussi, du conseil, d'un point de vue hygiène de vie, nutrition également. Voilà, on embarque des services et beaucoup de prévention au sein de ce que nous proposons. Merci. Cette visioconférence sera disponible en replay sur le site Apivisio, www.apivisio.com pendant 1 an et vous pourrez également télécharger le support de présentation que nous avons vu pendant plus d'1 heure sur Apivisio. Patricia Detourbet, directrice de la MMJ. Le mot de la fin, il est pour vous. Oui, alors le mot de la fin, tout d'abord, merci beaucoup aux auditeurs, merci pour vos questions, merci beaucoup à Monsieur Notte pour cet éclairage très précis sur effectivement le régime de prévoyance et de retraite. Merci Élise de Biesse pour cet accompagnement, ces analyses. Et donc ce cycle de conférences, ce que nous souhaitons, c'est l'inscrire dans la durée et amener d'autres thématiques plus poussées. Et donc, à cette fin, un sondage sera fait de telle sorte à ce que nous puissions, en fonction de ce que vous souhaitez, vous proposer un cycle de 2 heures qui pourra, de fait, être associé et embarqué au titre de la formation continue. Voilà ce que nous vous proposons si vous souhaitez continuer ce type de webconférence sur des sujets un peu plus de fond. Merci à tous. Merci encore. Merci de nous avoir reçus. Cette visioconférence a été organisée en soutien et en partenariat avec la Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité, la MMJ, et la Caisse nationale des barreaux français, la CNBF.